Guinée Info, le titre du journal, le président de la République est à Davos. Professeur Alpha Condé présente la politique minière de la Guinée et les opportunités d'investissement. Les échos, c'est dans Guinée Info. Et puis le virus Ebola recule en Guinée. Le chef de mission des Nations Unies l'a constaté lors de son périple dans l'arrière-pays. Enfin, la culture et la tolérance au service du développement. C'était au centre des débats du Martin Luther King. Les détails, c'est dans ce journal. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la une de ce journal. Le chef de l'État est actuellement à Davos. Et ce matin, sur l'invitation du WEF, entendez World Economic Forum lors d'une plénière. Le président Alpha Condé a présenté la politique minière de la Guinée, la volonté de son gouvernement de finir avec l'épidémie d'Ebola dans 60 jours. Sanassi Keita, envoyé spécial. Invité à un atelier consacré aux infrastructures minières, le président de la République a bien voulu rehausser de sa présence pour expliquer clairement sa politique minière en Guinée. Le thème retenu, c'était comment faire en sorte que les compagnies, les investisseurs unissent leurs efforts pour construire et utiliser les mêmes infrastructures pour réduire les coûts. Donc le président, le message qu'il a passé à cet atelier, c'est de dire que le gouvernement a actuellement un schéma directeur des infrastructures minières qui tend à encourager les compagnies à travailler ensemble, mais faire en sorte que toutes les compagnies qui sont sur le même corridor puissent utiliser leurs efforts pour pouvoir construire ou utiliser le chemin de fer existant ou à construire. Il a indiqué que c'est ce qui se passe déjà dans le corridor de l'Anaïm avec CBG, GAC et Roussal. Et c'est également ce que nous souhaitons faire dans le corridor de Simandou, où toutes les compagnies qui sont dans le corridor sud-est pourraient également utiliser ce chemin de fer en construction. Plusieurs personnalités se sont aussi entretenues avec le chef de l'État, ici à Davos. Des entretiens portés surtout sur la maladie à virus Ebola. L'objectif est de trouver des voies et moyens rapides pouvant permettre d'accompagner le plan Ebola 0 du gouvernement en 60 jours. Il a été question de lutte contre Ebola. D'abord, sortir le pays de l'Ebola et ensuite essayer de bâtir un plan de relance économique post-Ebola et également fédérer tout le monde derrière la recommandation de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies au sujet de l'annulation de la dette publique extérieure des 3 pays victimes d'Ebola, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Il a été aussi question d'appui budgétaire, mais également une question des mines aussi. Nous avons parlé de l'énergie, Swapiti, nous avons parlé de la relance des activités de China Power Investissement, nous avons parlé également de réseaux de distribution, de réseau électrique de Conakry, et donc je pense que c'était une bonne occasion de rassurer les partenaires, de rassurer tout le monde que le pays est en train de prendre les dispositions utiles pour que, comme on l'a dit, dans 60 jours, qu'on ait Ebola 0 en Guinée. Pour le président de la République, le rendez-vous de Davos est une opportunité d'échange et de partage d'expériences. Je crois qu'il est très important de participer à Davos parce que les échanges sont vraiment enrichissants et ça permet aussi le dialogue entre nous et les investisseurs, entre nous et les grandes sociétés minières avec l'arbitrage des ONG et des organisations internationales. Le président de la République mettra aussi l'occasion à profit au cours de ses assises de Davos pour parler de l'évolution de la situation de l'épidémie d'Ebola en Guinée. Et puis la Guinée et le Sénégal tentent de trouver des voies et moyens pour la réouverture des frontières entre les États. Une délégation gouvernementale était récemment à Linkiri pour débattre du sujet. On fait le point avec Mohamed Lamine Camara. Depuis l'apparition de l'épidémie à virus Ebola en Guinée, les 7 points de passage officiels entre la Guinée et le Sénégal restent fermés. Le trafic habituel est interrompu sur ces tronçons. Les populations riveraines et usagers sont toujours dans l'attente pour leur réouverture. Une délégation guinéenne est ici à Linkiri, en République du Sénégal. Elle est soumise à un contrôle sanitaire.
Les experts sénégalais et guinéens en charge des questions frontalières discutent de la procédure de réouverture sécurisée des frontières entre ces deux pays. On ne discute plus sur l'ouverture, le principe est acquis. Les autorités des deux pays ont demandé à leurs experts de se réunir et de définir les conditions de mise en œuvre de cette mesure. Le but est de voir les frontières accomplir 3 fonctions essentielles. La première fonction, c'est la fonction sociale. C'est cette fonction qui permet d'assurer l'unité entre Sénégalais et Guinéens. Et deuxièmement, si vous voulez, c'est un levain pour dire aux Guinéens et aux Sénégalais qui sont de la même famille. Et par conséquent, rien ne doit leur opposer. La deuxième fonction, c'est une fonction économique. Ça permet aux commerçants guinéens et sénégalais d'ouvrir davantage les bases économiques, d'assurer le commerce dans la liberté, dans la sérénité. Au-delà des mesures sanitaires envisagées pour éviter la propagation du virus Ebola, la sécurité des personnes et de leurs biens doit être aussi renforcée. On ne peut pas l'ouverture si nous mettons un dispositif sanitaire en place sans prévoir les mesures d'accompagnement. Et ces mesures d'accompagnement, il y a en tout premier lieu aussi l'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire parce qu'il va y avoir le personnel sanitaire, il va y avoir le matériel sanitaire. Il faut bien un dispositif de sécurité qui soit là pour sécuriser ce personnel médical. Heureusement qu'on n'a pas vécu entre le Sénégal et la Guinée une crise profonde pour dire que voilà, c'est tel ou tel. Et les gens ont compris. Dans tous les cas, la santé est primordiale. Mais cette réouverture des frontières, franchement parler, est un acte à saluer. À l'issue de cette rencontre, un acte de compte-rendu a été établi et signé par les deux chefs de délégation. Les délégations guinéennes et sénégalaises se sont enfin mises d'accord conformément à leur mandat pour porter les résultats de cette assise du Sénégal au niveau des autorités politiques pour leur mise en application dans un délai raisonnable, répondant ainsi aux attentes des deux populations. De son côté, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu en audience Dr Magdi Ibrahima du conseil d'administration Gavi de l'Alliance du vaccin. Les entretiens entre Mohamed Saïd Fofana et son hôte ont porté essentiellement sur le soutien que cette institution entend apporter dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ousmane Bangoura Kabasouma, Ousmane Souma, c'est ce reportage. Suite à la maladie d'Ebola, les partenaires techniques et financiers continuent d'accompagner la Guinée dans son travail acharné. C'est dans ce cadre que Dr Madji Ibrahim du conseil d'administration Gavi de l'Alliance du vaccin a été reçu en audience par le Premier ministre, chef du gouvernement. Un certain nombre de dispositions ont été prises pour rendre accessible le vaccin aux 3 pays qui ont été affectés par le virus dès qu'il sera disponible, donc dont la Guinée bien sûr. La réallocation des fonds en espèces qui sont disponibles parce que Gavi soutient non seulement les vaccins mais soutient aussi le renforcement des systèmes de santé. Donc pour nous il était important d'avoir une flexibilité pour pouvoir utiliser les fonds qui sont disponibles soit actuellement dans le pays, soit que nous allons décaisser au courant de l'année 2015. Dans le contexte actuel, appuyé sur le système de santé, l'achat des stocks additionnels préoccupe également les partenaires. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a, au nom du chef de l'État et de son gouvernement, remercié les partenaires pour les efforts consentis dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette riposte anti-Ebola s'intensifie en Guinée. Le chef de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola est dans le pays profond. Abdul Dieng s'est rendu à Nzérékouré, Sigiri pour rencontrer les acteurs impliqués dans cette croisade et le constat est reluisant. La maladie recule dans plusieurs préfectures. Mamadou Alpha Baldé, envoyé spécial. Après Kissidougou et Gekedou, le chef de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola, UNMIR, est à Zérékoré, ville touchée par le virus. D'abord, une visite au centre de traitement Ebola où 3 malades sont encore sous traitement. Ici, tout le dispositif est sur place, des dizaines d'agents travaillent 24 heures sur 24. Le centre dispose également d'un laboratoire qui permet de détecter tout cas d'Ebola en moins de 6 heures. Depuis son ouverture le 2 décembre dernier, le centre a enregistré 32 décès et 22 guéris.
soit 54 cas confirmés. D'emblée, on n'attend pas les résultats pour commencer à stabiliser le patient. Parce que s'il y avait plein de diarrhée, il peut avoir déjà des notions de déshydratation. Donc les médecins déjà commencent à mettre en route déjà les traitements. L'instant depuis 2 semaines, ça commence à être un peu quand même faible. Parce que là, par exemple, on a 3 patients dans les wards. Et c'est le constat, de plus en plus, ça commence à baisser. La mission onusienne s'est ensuite entretenue avec tous les acteurs impliqués dans la lutte contre Ebola à Zérékoré. Après Zali, direction Sigiri. Là aussi, Abdul Djeng est venu s'enquérir des réalités du terrain. Depuis 2 semaines, la cité aurifère n'a pas signalé de nouveaux cas d'Ebola. À ce jour donc, dans la préfecture, grâce à la somme des efforts, depuis plus d'1 semaine, il n'y a plus de cas dans la préfecture, il n'y a plus de contact dans la préfecture de Sigiri. Nous privilégions surtout la communication et la mobilisation sociale. Les gens travaillent ensemble. Il y a énormément de progrès qui ont été réalisés dans la lutte contre l'épidémie. Partout où nous avons été, à part quelques petites poches, la maladie est en train de reculer. Ça ne veut pas dire que la maladie, elle est vaincue. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, non seulement pour vaincre la maladie, mais faire en sorte que cette maladie ne se reproduise plus. De la préfecture, nous sommes à l'école primaire Bolobana 2 où des campagnes de communication sur la maladie sont effectuées. Prochaine étape de la tournée, Kankan, Farana et Mamou. Restons toujours dans la région, à Dialakoro, c'est dans la préfecture de Sigiri. Cette localité avait été mise en quarantaine suite à un enterrement non sécurisé. Mais après 21 jours, aucun cas d'épidémie d'Ebola n'a été signalé. Explication, Younous Atawel Kamara. La commune rurale de Dialakoro dans la préfecture de Dingirai. C'est là que le premier cas d'Ebola a été signalé dans la zone il y a quelques semaines. Il s'agit d'un enterrement non sécurisé d'une victime d'Ebola en provenance de Sigiri. Tout le village a été placé en quarantaine par la coordination préfectorale. Après 21 jours d'observation, aucun nouveau cas n'est enregistré. Quand la maladie a apparu ici, les parents étant informés ont dû utiliser même pour la lotion funèbre les gants. Ils ont utilisé les gants et c'est ce qui nous réjouit aujourd'hui. Jusque maintenant, nous sommes au 20e jour, mais il n'y a pas eu le moindre signe clinique sur les 27 sujets contacts. La période de 21 jours a été dure à observer, mais après le preuve de respect strict des mesures préventives contre l'épidémie, la joie est immense au village. La psychose est passée. Au départ, bien sûr, les gens avaient peur, croyant qu'ils seraient transportés à Conakry ou bien à Gekedou pour des traitements, ou bien qu'on allait donner des comprimés, ils avaient peur. Mais sachant que c'est nos populations, pour ne pas que la maladie soit éparpillée un peu partout, nous sommes engagés, nous sommes venus avec du chlore, avec des kits, nous donnions des conseils. Durant les 5 premiers jours, on avait assez de difficultés avec eux, mais au fil du temps, ils ont compris, ils sont restés tranquilles. Pour appuyer les autorités préfectorales dans le combat contre l'épidémie à Dialakoro, les ressortissants ont apporté un important lot de kits sanitaires à leurs frères et sœurs. Ils participent ainsi à la stratégie Zéro Ebola dans 60 jours. Ici à Conakry, ce sont 1000 nouveaux agents communautaires qui viennent d'achever une session de formation sur la prévention et le contrôle de la maladie à virus Ebola. La formation a duré 2 jours. Elle est initiée par le gouvernorat de la ville de Conakry et l'ambassade de Chine en Guinée. Ces agents seront déployés dans les quartiers de Conakry pour dénoncer les cas de réticence. Moussa Bangoura nous signe ce reportage. 3 jours de travaux ont permis à ces agents communautaires de passer au peigne fin tous les contours liés à la prévention du virus Ebola. Ils auront la tâche de rechercher, collecter et remonter les informations au point focal pour disposition. On n'est pas prêt d'abord à dire que l'Ebola est sorti du territoire, mais il faut aller lutter maintenant contre la réticence et j'espère bien que ça commence à aboutir avec la sensibilisation et la formation des communautés pour pouvoir éradiquer complètement cette épidémie sur notre territoire. Merci à l'ensemble de l'équipe médicale, merci à l'ensemble des partenaires techniques, surtout à la coopération chinoise qui nous a permis d'avoir
dans la formation 600 jeunes communautaires qui doivent être redéployés désormais dans les quartiers, les gares routières, les débarcadères, les aéroports, les ports, les stades, les marchés. Satisfaits de ces enseignements reçus, ces agents souhaitent la démultiplication de ces ateliers pour bouter Ebola hors du pays. Le premier message serait de dire aux gens que cette maladie à virus Ebola est une réalité. Donc il faut que les gens, vraiment à tous les niveaux, essayent de prendre les dispositions pour bouter cette maladie vraiment de nos frontières. Des satisfecits ont été décernés à la mission médicale chinoise et quelques médecins guinéens pour leur dévouement dans la lutte contre l'épidémie. Ce vendredi, la coordination nationale pour la riposte à Ebola va procéder à la remise de matériel à ses agents, appelés désormais brigadiers anti-Ebola, au gouvernorat de Conakry. Et puis cette implication des leaders religieux dans la croisade anti-Ebola, bientôt une campagne de sensibilisation sur l'ancien Guinée. Elle est pilotée par le Conseil islamique avec un appui de l'UNICEF et la coordination de lutte contre Ebola. Cette campagne vise à briser la chaîne de contamination de cette maladie. Docteur Mohamed Lamine Diallo est au micro de notre reporter Abdulaziz Diallo. Depuis le début de l'épidémie, vous savez que les leaders religieux sont engagés auprès de tous ceux qui sont en train de lutter contre Ebola. Et dans cette troisième phase de la lutte contre Ebola, à savoir zéro Ebola en 60 jours, les leaders religieux plus que jamais s'engagent. Leur engagement est suffisamment spécifique aujourd'hui parce que sur le terrain, on s'est rendu compte que le facteur qui défavorise la fin de l'épidémie chez nous, c'est les rumeurs, les réticences et puis le déni, et puis l'enterrement non sécurisé. Donc les leaders religieux ont décidé de se mettre à la tâche pour qu'il n'y ait plus de déni, il n'y ait plus de réticences, il n'y ait plus de rumeurs dans notre cher pays et que tous les enterrements soient sécurisés. Des équipements high-tech ou de dernière génération pour l'hôpital de Sigiri, c'est un geste des ressortissants de cette préfecture. Résidant aux États-Unis et au Canada, ce matériel sanitaire devrait permettre à cette structure de faire face à certaines situations qui demandent des évacuations sanitaires. Reportage à Sigiri, Abdul Karim Kamara, Mohamed Lamine Kaba, Foudinyaga Solakita. Une poursuite de voitures et de motos à Sigiri. C'est pour accueillir des fils du terroir venus apporter de l'aide matérielle à leur hôpital préfectoral. Des équipements médicaux achetés par les ressortissants de Sigiri résidant aux États-Unis et au Canada. Nous voyons à partir de l'étranger des images. Et c'est en fonction de ça que nous avons fait une collecte pour remettre à notre préfecture dans le cadre de développement des structures sanitaires de la préfecture de Sigiri. Ce matériel sophistiqué a été obtenu grâce à l'appui de l'ONG américaine CURE. À Sigiri, les autorités à tous les niveaux pensent que l'obtention de ce don humanitaire arrive à point nommé pour l'hôpital de Sigiri. Au jour d'aujourd'hui, nos fils qui sont aux États-Unis, si ceux-ci ont eu le courage, l'amabilité d'envoyer un tel lot pour l'hôpital de leur préfecture d'origine, je crois que ça c'est un plus qu'il ne faut jamais oublier. Toujours à l'actif de ses ressortissants, l'hôpital de Donka vient de recevoir aussi du matériel sanitaire dans le cadre de la lutte contre Ebola. L'association des fils de Sigiri résidant aux États-Unis et au Canada compte 200 membres. Elle a été officialisée depuis 1997. Santé toujours en plus bref et en image du nouveau dans le dossier naissance des bébés, si à moi à l'hôpital de Donka. Le collège des médecins en charge du dossier était ce matin devant la presse. Il annonce la décision d'évacuer les jumeaux à l'extérieur pour leur séparation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information avec Rose Pocho. Le ministère de l'Emploi et de la Formation technique en pleine mutation pour cette année. De nouveaux édifices sont créés et certaines écoles techniques réhabilitées. L'objectif est de créer un bon environnement pour les études dans ces différents centres. Moussa Komara nous signe ce reportage. Ce bâtiment, situé dans la cour de l'ENAM, abrite désormais le bureau du service examen concours scolaire et passerelle, un service d'appui du ministère de l'Emploi, de la Formation technique et professionnelle. Depuis 30 ans, ce service n'a pas bénéficié d'aucun local approprié, de quoi réjouir les cadres.
tout se fait ici. Avant, on était en déplacement tout le temps. Des fois, on vient travailler à l'INAM, on se retourne au département, mais aujourd'hui, tout est en place. Outre ces bâtiments, d'autres édifices sont réalisés. Il s'agit bien entendu de cette première maison de l'emploi et des compétences. L'idée de sa création est de faciliter l'accompagnement des jeunes dans la recherche de leur premier emploi. Elle s'impose entre le secrétariat général des affaires religieuses et l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi qui, à ce jour, est complètement rénovée. Il en est de même pour certaines écoles professionnelles du pays. À Cancan, par exemple, le centre de formation professionnelle Bordeaux est réhabilité. Depuis plus de 40 ans, il n'avait pas bénéficié d'aucune couche de peinture. Également à Conakry, cette école nationale de secrétariat, d'administration et de commerce est totalement réhabilitée. Elle comporte désormais une grande cour. Nous sommes là depuis 5 mois. C'est pour la rénovation, l'extension de l'école en SAG. D'abord, c'est l'implantation d'abord de 2 grands terrains, l'aire de jeu. Il y aura un terrain de basket et un terrain de volleyball. Et aussi la rénovation du bâtiment principal qui était carrément dégradé. Ce bâtiment a été quelque peu délabré, abandonné. Mais grâce à l'effort de monsieur le ministre, le département s'est investi pour que ce bâtiment soit dans cet état-là aujourd'hui, que tout le monde apprécie. Le moins que l'on puisse dire, c'est que près d'un demi-siècle, aucun investissement sérieux n'a été fait à l'enseignement technique professionnel, alors qu'il demeure un levier incontournable de développement. Aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont faits dans le secteur par les nouvelles autorités. En dépit de ces efforts, plusieurs défis restent encore à relever. À quand la fin du calvaire des usagers de l'axe d'Abola-Kouroussa? La question est sur toutes les lèvres. Eu égard à l'état de dégradation très poussé de ce tronçon, seul réconfort l'entreprise Guiter qui tente tant bien que mal de réaliser certains travaux d'entretien. RTG Kankan, Fodé Bangali Fofana. Le tronçon Kouroussa-Dabola, un axe routier qui continue de faire parler de lui parce que les usagers continuent de subir les conséquences de sa dégradation très poussée. C'est le tronçon le plus long de l'axe Mamou-Dabola-Kouroussa-Kankan, 165 km, et aussi le parcours le plus harassant depuis quelques années, pas moins de 5 heures de loge. Vraiment, cette route, vraiment, c'est mauvais. Très, très mauvais. Mais on souhaite de bon sens à nous tous, à notre gouvernement, pour aider la population, pour que nous raser cette route. Les nids de poules, qu'on pourrait même appeler nids d'éléphants, causés par le bitume cassé sur la chaussée principale, ne permettent plus aux usagers de circuler sur cette route. Le seul recours pour la plupart des usagers aujourd'hui est la bande d'accotement en cours de dégagement. Cette partie de la route qui paraît plus praticable que la chaussée principale. Notre PDG, lors de son dernier passage au mois de novembre dernier, il avait remarqué une forte dégradation de la route et à cet effet, il a décidé de faire volontairement le nettoyage de l'emprise vu que la visibilité était quasi inexistante, les arbustes et les herbes avaient poussé pour masquer l'emprise. Donc il nous a ordonné de commencer les travaux de nettoyage de l'emprise, chose que nous sommes en train de faire. Ces travaux de dégagement de l'emprise de la chaussée qui ont dépassé le village Saraya enlèvent une grosse épine dans les pieds des usagers, quand on sait que cette partie de la route de Sangiana à Sissela constituait l'une des parties les plus mauvaises sur ce tronçon. 66 km déjà faits permettent aux usagers d'abandonner momentanément la chaussée principale fortement dégradée, une déviation qui ne peut malheureusement être pratiquée en saison hivernale. Sur les 165 km de tronçon, 10 km seulement à partir de Kouroussa ont été réalisés par Guiter. Ce début de sa réalisation avait suscité un grand espoir, aussi bien chez les usagers que chez les riverains de cette route nationale numéro 1 du pays. Espoir qui s'est vite estompé lorsqu'on a constaté, contre toute attente, l'arrêt inattendu de ces travaux de bitumage. Toujours dans l'actualité, les acteurs de la société civile associés dans le processus de réforme de l'administration. Cette initiative de l'ONG Cherche for Common Ground. Au cours de cette rencontre, la composante 2 du projet Gouvernance et responsabilité publique a été lancée. Bernard Tongino, Algassi Mouba.
C'est parti pour la deuxième composante du projet Gouvernance et responsabilité du secteur public. Elle porte sur le renforcement des capacités de la société civile à s'impliquer auprès du gouvernement pour la réforme de l'État. La mise en œuvre du projet est pilotée par l'ONG Search for Common Ground. Nous voulons impliquer toute la population à s'intéresser aux questions de réforme, parce que la réforme, la finalité, c'est de satisfaire la population de façon générale. Alors, si la population est impliquée à travers les ONG, à travers les médias, à travers les syndicats, je pense que ce programme de réforme peut être utile à la nation. Au cours de cette journée de concertation, des exposés ont porté sur le code de bonne conduite, le plan de réforme de l'administration et de la fonction publique. Pour moi, ça représente déjà, ça augure des lendemains meilleurs par rapport à ce programme de réforme de l'administration, dans la mesure où désormais, nous, acteurs de la société civile, nous sommes invités à apporter notre contribution, notre connaissance du terrain, pour que vraiment cette réforme de l'administration soit une réforme réussie. Il va être créé entre la société civile et le gouvernement une plateforme de concertation, d'échange sur la réforme. Et enfin, des enquêtes d'opinion seront programmées pour évaluer effectivement, n'est-ce pas, si la population, le citoyen à la base, a compris ce que c'est que la réforme. Avec ce projet, un espace de collaboration est créé entre État et société civile. Une collaboration qui devrait permettre de mener efficacement le processus de réforme administrative pour une gouvernance économique saine. Le 15 janvier de chaque année, les États-Unis d'Amérique célèbrent la journée Martin Luther King. Cette journée, appelée Martin Luther King Day, a été célébrée cette année en différé. En Guinée, la journée a réuni élèves et étudiants autour du sujet la culture de la paix et de la tolérance. C'est l'ambassade des États-Unis en Guinée qui a servi de cadre à cette activité. Safia Toukonde nous signe ce reportage. Paix, tolérance, engagement, détermination et défense des valeurs démocratiques. Voilà des symboles qui nous rappellent le pasteur Martin Luther King. Chaque 15 janvier, la journée Martin Luther King est célébrée aux États-Unis. En Guinée, bien qu'en différé, c'est à travers l'ambassade des États-Unis qu'étudiants et élèves se réunissent pour comprendre les mérites de ce combattant pacifique. Ce thème est très important pour notre pays parce qu'après, il y a les élections qui approchent. Il faut une paix pour que ces élections-là marchent. Et avant, il y a eu des élections qui ont causé des problèmes aussi. Donc cette paix, on a besoin de cette paix dans ce pays. Et c'est un thème vu que c'est des jeunes qui sont venus, des élèves, des étudiants, et c'est eux la relève de la Guinée. Les jeunes restent le socle de la démocratie et de l'unité. Ils sont la cible de cette conférence animée par l'ex-ministre de l'Enseignement supérieur. Un homme comme Martin Luther King mérite d'être célébré, mérite d'être fêté pour toutes ces actions positives qu'il a eu à faire. Ça a été un non-violent. Il a choisi un parcours spécial pour défendre ses idées, mais surtout, il a fait un rêve, et un rêve qui se réalise aujourd'hui. Il faut que les Guinéens apprennent à vivre ensemble, apprennent à travailler ensemble, apprennent à se supporter, apprennent à se tolérer pour le bien de la nation. La culture de la paix et de la tolérance est le sujet autour duquel les débats se déroulent. La famille, l'école et les masses médias sont ceux qui doivent promouvoir et cultiver la paix en éduquant la jeunesse. Enfin, volet politique, tout d'abord en images et en plus bref, l'opposition guinéenne a tenu comme prévu son meeting ce jeudi au stade municipal de Bonfils et dans la commune de Matam. Les leaders se sont prononcés sur le calendrier électoral et l'appel à la séparation des élections locales au présidentiel. Ce meeting s'est déroulé sans incident de sources policières. C'est une brève de notre reporter Morikaba. Politique toujours, les populations de Dalaba soutiennent les actions de développement du président Alpha Condé. Ils ont manifesté récemment lors d'une mobilisation organisée dans cette préfecture. Reportage à Dalaba, Cheikh Sanoussi Sankon. La mission gouvernementale qui a quitté ce week-end de Conakry pour la préfecture de l'Abbé a chaleureusement été accueillie par les populations de Dalaba. Cette forte mobilisation est le signe d'une gratitude exprimée à l'endroit du chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour des actes de développement posés dans la région du Fouta. Surpris et impressionné par l'ampleur de la mobilisation,
Le ministre délégué des Guinéens de l'étranger choisit la langue du terroir pour exprimer la satisfaction de la mission et appeler les populations de Dalaba à l'unité. De Dalaba, direction l'Abbé, où la maison des jeunes a aussi fait le plein pour les mêmes causes. Ici, sages, femmes et jeunes saluent les efforts du gouvernement. Nous sommes venus à l'Abbé, nous avons vu la grande mobilisation en faveur du combat du président Alpha Condé. Nous sommes très satisfaits depuis hier que nous sommes là, aujourd'hui également, et nous pensons que la lutte va continuer parce qu'il ne faut pas s'arrêter à si bon chemin. C'est par des bénédictions pour la paix et l'unité nationale que cette mobilisation de soutien au président de la République a pris fin à l'Abbé. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.